Donc, je vais reprendre la présentation et on va continuer justement avec maintenant des cas d'études de ce qu'on a essayé de faire, développer là sur le cas du Sénégal et on peut partager ça avec vous. Donc, la première partie dans cet enjeu sur le long terme, ça va être de voir l'évolution du système électrique au Sénégal et donc à travers le modèle Time Sénégal que vous avez pu voir déjà dans le cadre du transport hier. Donc, cette figure montre la structure du modèle qu'on a développé et donc, on peut distinguer, je dirais, l'intérêt d'abord de ce modèle, c'est qu'on essaie de représenter l'amont, la génération et la demande afin de modéliser les différentes interactions entre ces trois strates-là. Donc, au niveau de l'amont, on a les ressources non renouvelables, l'import de produits pétroliers, l'import de charbon et la réserve de gaz. Donc là, on décrit vraiment toutes les options disponibles et c'est l'optimisation qui va permettre de choisir celle qui répond au moindre coût. C'est la base de la structure du modèle et de son principe de fonctionnement. Les ressources renouvelables, ici, pour l'instant, solaire, éolien et hydraulique. On peut rajouter d'autres ressources encore, mais on n'a pas trouvé de données suffisantes pour caractériser les potentiels pour ces autres sources telles que la géothermie, les énergies marines, mais c'est tout à fait envisageable et les interconnexions, donc les échanges avec les pays voisins. Donc, une fois qu'on part de ces ressources, on arrive à la génération d'électricité avec les centrales isolées, les centrales de la Sénélec et les IPP qui existent aujourd'hui, qui peuvent se sourcer avec les différents combustibles qui sont ici et qui vont produire aussi de l'électricité, donc haute tension, moyenne tension. En parallèle de ces technologies existantes, on aura aussi un ensemble de nouvelles options donc, qui pourront permettre de participer et de satisfaire la demande. Donc, on aura la production de gaz par cycle combiné dans des cycles classiques, des centrales charbon éventuellement, du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique. Donc, cet ensemble de nouvelles options de production va être en compétition avec ou en complémentarité des technologies existantes dans le temps. Et enfin, il y a les centrales hydrauliques et donc les deux centrales qui existent et ici aussi des centrales futures qui peuvent être développées dans le cadre OMVS, par exemple. Donc, toutes ces centrales vont produire soit de l'électricité à haute tension, de l'électricité basse tension, et la possibilité d'avoir des transformateurs qui font passer cette électricité à haute tension vers la basse tension. Et je dirais l'idée derrière, c'est de se dire que cette électricité peut aller aussi sur de la basse tension et ici à travers le stockage, permettre d'avoir un tampon dans cet équilibre offre-demande dont on a parlé initialement et à la fin satisfaire la demande électrique qui peut être exprimée pour différents types de demandes à différents niveaux de tension. Donc ici, on aura plutôt une demande de type industriel et plutôt ici des demandes conventionnelles pour le tertiaire, les services et les ménages. Alors, pour faire ce modèle, donc on a construit cette structure Times et bien sûr, on s'est appuyé énormément sur différents rapports, donc le rapport du WAP, le West African Power Pool, le rapport des rapports annuels de la Sénélec et CRSE aussi, la commission de régulation au secteur de l'électricité, donc qui ont permis d'avoir une idée réaliste du parc et des capacités installées. Donc, à partir de cette structure, ce qu'on peut voir, c'est que si on projette dans le temps avec juste des hypothèses de durée de vie des équipements en fonction de leur date de mise en service,
on peut avoir ce profil pour les centrales qui existaient avant 2016. On peut avoir ce profil d'évolution de la capacité dans le temps. Donc, le problème qu'on pourrait synthétiser à travers ces deux courbes, c'est d'une part les centrales existantes, donc pour certaines des centrales diesel installées au début des années 90, fin des années 80, pourraient arriver en fin de vie quelque part dans cet horizon. Et donc là, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'elles resteront sur leur durée de vie technique, mais on pourrait imaginer un prolongement, même si on a vu qu'il y a pas mal d'initiatives pour remplacer ces centrales par du gaz à moyen terme. Donc on reste dans ces ordres de grandeur. Et donc dans le temps, donc si on se place à 10, 20, 30 ans, on voit que l'enjeu, ça va être un enjeu de rendre contour global et d'autres centrales qui ont été construites récemment. Et donc, l'enjeu face à cette baisse de puissance, c'est de voir aussi que, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, les prévisions d'évolution de population, justement, feraient passer la population aujourd'hui d'environ 16 millions à plus de 30 millions 32 millions de personnes à l'horizon 2050. Et en parallèle, le deuxième moteur, c'est que par personne aussi, la consommation unitaire pourrait croître. Et donc là, on s'est basé sur une cible qui est cohérente avec le cas Africa Case de l'AIE pour prendre une référence qui peut être partagée et donc qui conduirait à une évolution de la consommation unitaire par personne. Donc là, on parle de 0,2, donc c'est un cas qui est favorable au développement local plus, et on pourrait arriver à un niveau de 0,9, donc multiplication par 4 de la consommation, de l'accès à l'énergie pour chaque personne. Et donc la combinaison de ces deux tensions-là, une demande qui croît et un parc qui naturellement va avoir besoin de remplacement, situe un peu le cadrage dans lequel le modèle va devoir optimiser l'horizon qui se trouve entre ces deux dimensions. Donc, pour faire ça, on a choisi des scénarios, donc soit une pure optimisation économique ou différentes contraintes. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de dérouler quelques idées là. Donc, la première, c'est le mix de production. Donc, si on, donc, scénario de base, donc, scénario de base SN ici, où on part ici 2016 jusqu'à 2030 et sur l'axe des ordonnées, donc on a la production en terawattheure. Donc, on voit que sur cet horizon, la production électrique va plus que doubler. On est vraiment toujours sur une croissance rapide. Alors, il y a peut-être une pause qui peut être attribuable à la situation sanitaire et à la crise actuelle, mais la tendance, elle est plutôt celle-là sur le moyen terme, une croissance qui est toujours soutenue. Et pour faire face à cette croissance, avec la mise en exploitation des gisements découverts, on a, par rapport à un optimum là, économique, un essor du gaz. Un essor du gaz qui, dès 2025, va déjà représenter à peu près 68% de l'offre d'électricité, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas une ressource utilisée. Donc, il y a cet enjeu sur la filière qui devrait être assez dynamique. On a l'hydraulique aussi qui croît ici de 65%, mais qui, par rapport aux masses en jeu, par rapport au volume, à ce doublement, ne va pas être, enfin, en tout cas, dans ce cadre-là, n'est pas à moyen terme la source d'énergie dominante dans le système. Et en face de cette transformation, on voit que si on arrive à l'horizon 2030, donc on a
une bonne part de gaz, et on voit aussi que cet optimum économique pourrait conduire à une baisse du pétrole qui serait de l'ordre aussi du grandeur du solaire. 14% pour le pétrole et à peu près 11% pour le solaire. Donc on voit que si on part d'une situation actuelle, en se projetant cet horizon prospectif, on peut être sur un système électrique très différent et en imaginant que le solaire serait aussi important dans le discours que les produits pétroliers et pas seulement une énergie marginale qui est liée à quelques projets qui vont figure de leader ou de première expérimentation. Donc, c'est un peu ça l'esprit de la modélisation prospective. Et derrière, donc le modèle donne un premier résultat qui est purement numérique. La question, c'est est-ce que le système est prêt pour ça? Est-ce que ce n'est pas une vision trop optimiste des rythmes? Quelles sont les contraintes locales qui pourraient faire que ce développement serait freiné? Et on peut rentrer ainsi dans un cycle de modélisation, d'optimisation, de caractériser vraiment l'effet de contraintes qui peuvent être explicités. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de court terme tel qu'on a pu l'observer là dans ce travail qu'on a mené. Et si on regarde plus loin maintenant, on voit que en fait, ce n'est que la première étape, ce n'est que la première marche. Et pour atteindre cet objectif de croissance de la demande par personne et de croissance de la population, ben, sur la période qui suit, l'ensemble de la production de 2030 doit être encore multiplié par 2,5. Donc, 2 fois et demi déjà ce rythme d'accélération qui était prévu. Et ça donne une idée de l'attente qui pèse sur ce système électrique et des perspectives de croissance d'activité qu'il peut y avoir pour des entreprises locales de production d'électricité et la façon aussi de se projeter par rapport à ce futur, de décider quelle sera la part, la structure du mix et quels seront les métiers. Ça dépasse le cadre du modèle, mais ces résultats permettent de se projeter vraiment sur ce long terme-là. Alors, ce qu'on peut observer comme information, c'est que le gaz va bien sûr accompagner cette transition avec donc, en 2030, on était à peu près à 800 mégawatts de solaire. Mais là, avec la transition, le gaz va continuer d'être le socle, le nouveau socle, mais avec une part qui va rester autour de 68, et là, on est à 69%. Mais c'est surtout le solaire qui va accélérer parce que le gisement ici hydraulique en tout cas dans les données qu'on a à notre disposition sur les gisements disponibles, ne peut pas suivre cette croissance aussi forte. Et en plus, on doit compenser la baisse du pétrole, plus accrue du pétrole. Donc, on arrive sur un système qui, ici, va avoir une configuration très différente de celle de l'année de base et assez différente aussi de celle de la période 2030. Donc, l'intérêt d'avoir un modèle aussi qui évalue la trajectoire, c'est qu'on n'évalue pas un mix hors sol. On ne se dit pas en 2050 qu'est-ce qui va se passer. Il y a vraiment cette inertie dans le temps des centrales qui sont déclassées. Et lorsqu'on installe une centrale en 2030, elle a sa bonne durée de vie. Et cette durée de vie va impacter l'espace d'optimisation sur le reste de l'horizon. Donc, c'est une partie importante et un apport de cette vision prospective-là qu'on essaie de partager dans ces deux sessions. Et ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'en termes de capacité installée, on va avoir le reflet de cette même augmentation. Alors qu'on multipliait globalement la production par 8, on va multiplier les capacités installées par 9. Et une grosse partie de cette multiplication de capacités installées va résider dans le fait que le solaire a des facteurs de capacité plus faibles et donc on va voir là, d'ici 2030, une multiplication par 2,8, donc presque
que 3 de la capacité et encore une multiplication encore plus forte en 2030 et 2050 dans ce scénario économique. Donc là, on arrive sur d'autres contraintes qui peuvent être comment on prépare cette transition, qui va l'installer. Voilà, donc c'est cette discussion aussi que je mène en ce moment-là pour la Côte d'Ivoire et on retrouve un écho en fait, comme on l'a vu aussi sur l'évolution des besoins par personne, on est vraiment sur des tendances marquées pour le continent. Donc, en termes de capacité, la grande différence, c'est que du fait de son facteur de charge qui est plus faible, le solaire va avoir déjà à peu près 25% du parc installé dès 2030. Donc, c'est un niveau qui est très impressionnant. Pour donner un ordre de grandeur, ce sera à peu près l'équivalent de la capacité installée aujourd'hui en moyenne thermique. Donc, arriver à installer autant de solaire que la capacité totale installée aujourd'hui dans un horizon assez court. Et si on va à 2050, c'est 46% de ce parc. Et c'est 3 fois à peu près le parc actuel. Donc, ici, c'est là l'intérêt du modèle. On n'est pas sur une prolongation des tendances, mais on peut voir ces différentes ruptures-là. Donc, on peut éclairer ainsi deux tensions, deux tendances, la demande et les solutions qui peuvent permettre d'y répondre. Donc, comme on l'a évoqué aussi, il y a une implication à l'échelle plus fine. Et donc, pour faire ça dans le modèle, ce qu'on a proposé, c'est de regarder justement la résolution temporelle du modèle. C'est que sur chaque année, on va distinguer 2 périodes, donc un jour type et un jour avec du solaire bas. Donc, l'hypothèse qu'on a prise, c'est de tester un jour le productible solaire est 50% plus faible. On peut mener des analyses un peu plus fines à partir de données telles que celles qu'on a utilisées dans le projet Clean2Power, mais pour l'instant, on n'a pas suffisamment de données sur les vrais profils de demande et avec ces données, on pourrait approfondir cette question. Mais ce qu'on a est suffisant pour caractériser l'enjeu, je dirais les concepts qui sont à l'œuvre. C'est que le Sénégal a un fort taux d'ensoleillement, mais il y a toujours des périodes de faible production solaire. Et donc, si on est très conservateur, donc ces scénarios sont assez conservateurs sur la contribution du solaire, parce que 50% du productif solaire, ça n'arrive pas forcément très souvent si c'est avec le foisonnement. Mais on montre en tout cas que le système permettrait ici, à l'horizon 2030, donc une flexibilité qui est d'abord le fait des centrales fuel qui vont proportionnellement baisser beaucoup au moment de la période méridienne et par contre être au maximum de leur production en fin de soirée. Et le solaire qui va faire le début de ce qu'on appelle cette duck curve, dont vous avez entendu parler de la première session, donc il se manifesterait là, l'hydraulique qui compense aussi et le gaz naturel qui assure une base, mais qui profite de sa flexibilité pour accompagner cette baisse cet apport solaire. Donc, on va ainsi satisfaire une demande qui croît avec un profil qui est celui qu'on a récupéré des groupes du WAP, donc un profil type pour la zone Afrique, qui n'est pas Afrique de l'Ouest, qui n'est pas peut-être pas spécifiquement le profil pour le Sénégal, mais c'est les ordres de grandeur et les phénomènes, à mon sens, resteront les mêmes. Si on regarde ce qui se passe pour un jour où le solaire est faible, le fait qu'on ait cette flexibilité permet au système de maintenir un niveau de production suffisante. Et donc, c'est d'où l'enjeu d'optimiser entre le niveau de solaire, le niveau de moyenne thermique qui reste installé et qui permettrait éventuellement, dans certaines périodes,
de compenser cette production solaire. Alors, en 2050, la situation est différente. Donc, comme on l'a vu, le solaire permet de remplacer les centrales fuel, donc on augmente aussi la part de gaz, mais typiquement, le fonctionnement du système est beaucoup plus original avec cette courbe en forme de canard, donc cette duck curve qui est plus marquée, avec des périodes où le solaire représente une grande partie de la puissance appelée, autour de midi, et d'autres périodes où sa contribution est principalement faible. Donc là, dans la façon de piloter le système, de le contrôler, de gérer cette intermittence, il y aura des enjeux opérationnels qui ne sont pas explicites ici, mais qu'on peut voir se profiler là déjà. Donc encore un peu de produits pétroliers pour la soirée, et on voit apparaître aussi un peu de batterie éventuellement pour les pics de consommation. Donc on a là un système qui est beaucoup plus dynamique et qui réagira en termes d'une période de faible productible solaire par une augmentation, comme on l'a vu ici, de la production thermique. Mais là, du fait du niveau du solaire, on a quand même un effet d'atténuation du rythme de fonctionnement. L'intérêt d'un modèle ici, c'est de montrer que en simulation, on peut avoir quelques ordres de grandeur, mais pour les quantifier, il faut que le modèle ait cette flexibilité de s'ajuster, et surtout, on évalue ici aussi le rendement, l'effet économique, parce qu'une centrale qui fonctionne avec une durée de fonctionnement qui est réduite ici va avoir potentiellement une rentabilité qui est questionnée, mais là on est sur un optimum économique. Donc là, c'est la solution idéale pour le système d'avoir ce taux de pénétration du solaire à cette période-là. Et donc ça fait partie de questions et de l'intérêt de ne pas comparer une filière de façon isolée, ce qui est intéressant à court terme si on doit décider sur un projet avec une approche de type LCOE, mais de pouvoir voir l'interaction des filières entre elles. Et surtout, on pense que ce qui est important, c'est l'évolution dans le temps du fonctionnement, du régime d'utilisation d'un process. L'approche classique qui est d'évaluer le coût moyen de production, c'est de projeter un fonctionnement constant dans le temps. Et là, par exemple, on voit que les centrales fuel auront un comportement en 2030 qui est complètement différent de celui en 2050. Et de même que les centrales gaz auront un comportement en 2030 qui est différent de celui de 2050. Et donc, on a là une vision un peu dynamique de cette interaction qui vient du fait que dans le temps, la demande évolue et sa structure aussi. Donc, voilà un peu les premiers enseignements comme ça qu'on peut tirer de ce premier exercice de perspective qu'on propose là sur le système électrique du Sénégal. Et si on avance un peu plus, on peut maintenant arriver dans une deuxième question. Alors, je vais voir si... Eddy, peut-être, si on oui. peut faire une petite pause pour prendre... Il y a des questions qui ont été posées. Oui, voilà, je vais voilà, voir. OK. Qui, je pense, peuvent être traitées sur cette première partie, notamment de Baye Samba Ndiaye, qui est de la Sénélec. Oui, OK. La consommation triplerait, est-ce lié à l'accès à l'électricité? Baisser. Oui, c'est une bonne question et c'est déjà quelque chose qu'on va voir. Alors, je vais laisser Mondia apporter un élément de réponse. Je pense qu'il voudrait... Voilà. Mondia, si tu veux réagir dessus, et puis après, je peux apporter un complément. Vu que après on va montrer les scénarios sur l'efficacité énergétique, je pense peut-être qu'attendre à ce moment-là et répondre clairement dessus. D'accord. Donc oui, on traitera cette question de l'efficacité énergétique dans un deuxième. Oui. Donc cette hausse de la consommation par personne, c'est notamment dans les travaux du WEO et dans les premières courbes qu'on montrait en termes de l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, l'Afrique a un niveau extrêmement bas par rapport au système mondial. Je peux revenir rapidement sur
cette courbe, désolé, voilà. Ici, on est à ce niveau de consommation par personne. Et pour soutenir une croissance ici de l'ordre de 5%, alors que voilà, la moyenne mondiale se situe plutôt autour de 3000 et l'Afrique du Sud au-dessus. Donc, on a vraiment cette tendance, et dans ce scénario très ambitieux, on arriverait pour le Sénégal à ce niveau-là. Donc, on n'est pas encore dans un système, on n'est pas du tout à un niveau, c'est vraiment une problématique d'accès à l'énergie qui va faire que, dans un premier temps, là, on parle de la consommation un peu brute. Donc, et on traitera la question de l'efficacité énergétique, mais il y a un peu plus tard. Et puis, il y a l'effet, tu peux parler sur l'effet rebond aussi, le fait qu'on utilise plus de matériel beaucoup plus performant, ça peut avoir un effet inverse de faire augmenter la consommation finale. Donc, finalement, on peut avoir une consommation qui augmente un peu plus encore parce qu'on augmente facilement ses consommations vu qu'on considère qu'on utilise des technologies beaucoup plus performantes. Oui, tout à fait. Et peut-être si je peux juste apporter un très rapide Oui. éclairage et partager une seconde mon écran. Sur notre cas à l'AIE de l'Africa Case, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, alors sur la partie gauche, vous voyez un petit peu nos projections sur l'évolution de la demande d'électricité. Et ce que vous voyez, c'est une multiplication par 4 de la demande en électricité d'ici 2040. Tout d'abord pour les usages productifs, donc les demandes pour l'industrie par exemple. Pour les ménages qui sont déjà électrifiés aujourd'hui et qui vont avoir davantage d'appareils ou avoir une demande en quantité de services qui va augmenter. Et la partie marron qu'on voit tout en haut, ce sont les ménages qui aujourd'hui n'étaient pas électrifiés et qui obtiendraient accès à l'électricité. Mais donc, voilà, par rapport à la remarque, c'est que la demande en électricité augmente finalement plus vite que la croissance de la population. Donc, la demande par habitant va elle aussi augmenter, et ce, en dépit des améliorations de l'efficacité énergétique. Et je pense que Gondia y reviendra. Voilà, je voulais juste revenir sur ces chiffres de l'Africa Case. Merci Arnaud. Et donc, justement, c'est là l'enjeu de se projeter sur ce long terme et probablement d'évaluer différents scénarios et de ne pas être que sur un seul scénario. Mais on s'est basé ici sur ces estimations et je pense que Arnaud aussi, dans les sessions sur le WEO, là, il reviendra probablement sur les fondamentaux de ces projections. C'est ça, en janvier. Alors, il y a une seconde question. Est-ce que le système électrique du Sénégal serait assez résilient pour absorber 46% de solaire, sachant son intermittence? Alors, justement, pour cette question, on peut voir ici, juste sur un point en termes d'implémentation de la dynamique, si on a suffisamment de capacité gaz, le système pourrait permettre de compenser la variation du solaire. Si on parle maintenant en termes de construction du réseau, et donc de problématiques qui sont de l'ordre de quelques heures ou même inférieures à la minute, là, le développement d'infrastructures, je dirais ici qu'il faudrait pour satisfaire cette évolution de demande devra se faire d'une façon qui soit plus résiliente et qui permette d'intégrer le solaire. Le réseau à 2030 sera, pour satisfaire cette demande, beaucoup plus dense et probablement mieux résilient que le réseau actuel. Et si on se projette à 2050, il y a en effet derrière cette problématique de construire un réseau qui est à la hauteur des ambitions d'évolution de la consommation. Donc là, on est sur un monopole naturel et si on rajoute un surcoût
pour les renouvelables, c'est possible, mais justement, ces premières simulations appellent à se poser la question, mais quelle est la valeur de ce surcoût? Est-ce qu'il y a des éléments pour le quantifier? Est-ce que ce surcoût, on va l'imputer aux renouvelables ou ça fait partie d'une base qui est commune pour l'ensemble du développement du réseau? Et donc, le Sénégal ne va pas commencer par développer un réseau qui n'est pas adapté à la pénétration des renouvelables et après essayer de l'améliorer, mais plutôt développer dès le départ un réseau qui favoriserait la pénétration des renouvelables. Et donc, les 46%, c'est vraiment 46% en capacité. On a 27% en production, ici dans ce scénario, et 46% de capacité installée, du fait de la plus faible disponibilité. Et donc là, on est sur un jour moyen aussi. Donc cette étude ne remplace pas une étude plus fine au pas horaire. Et justement, on pose d'abord de premières questions qui appelleront des contraintes et des exercices de modélisation plus fins. Et on n'a pas aujourd'hui les données pour le faire, mais déjà, ça nous permet de voir des questions saillantes. Donc, merci pour cette remarque. Parce qu'en effet, derrière ces modèles, il y a pas mal d'enjeux techniques, d'ingénierie qui vont se poser. Donc, je crois que c'est bon pour les questions. Est-ce que la prévision d'une substitution de l'utilisation du pétrole par le gaz n'est pas trop rapide? Si, justement, c'est pour ça que je disais qu'on n'est pas ici sur une vision officielle. Pour nous, on a juste un optimum économique. Aujourd'hui, le Sénégal a l'un des prix de l'électricité les plus chers. Et avec ici la baisse de cette capacité de production, il y a un intérêt à développer de nouvelles ressources renouvelables et à exploiter ce gaz qui est disponible. S'il y a un retard dans la mise en place du projet gaz, ça c'est un autre scénario qui peut être considéré. Et l'inertie, il y a des centrales gaz qui existent aujourd'hui, pardon, les centrales de fuel qui existent aujourd'hui, qui datent des années 90, arriveront en fin de vie. On peut continuer à faire des réparations sur ces procédés, mais ça réduit la disponibilité, ça accroît le risque de panne. Et donc, dans l'urgence, ce n'est peut-être pas la priorité, mais en tout cas, le modèle indique un optimum économique qui pourrait réduire même ces centrales qui sont en cours de production. Typiquement, on passe d'un rendement de 30% sur une énergie chère pour le fuel à un rendement de près de 50% sur une énergie locale pour le gaz. Donc, l'arbitrage va être prioritaire pour le gaz. Ce qui pourrait par contre ralentir son utilisation, c'est l'évolution du réseau de gaz et de la façon d'acheminer ce gaz vers les centrales. Donc, voilà un peu pour cette première partie. Donc, je vais continuer maintenant. Voilà, on pourra revenir sur une session à un moment de discussion plus générale, mais voilà, toutes ces questions-là pour nous sont intéressantes parce que c'est le déclenchement justement de ce que le modèle peut apporter de nouvelles décisions. Donc là, je vais passer un peu rapidement sur cet aspect pour pouvoir avoir du temps pour discuter de l'efficacité énergétique. Donc, je vais rester peut-être 5 minutes un peu sur cette question de l'électrification de nouveaux usages. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait cet exercice, on aime aussi à croiser les secteurs. Donc là, sur le domaine du transport, tel que Gondia l'a présenté hier, lorsqu'on va vers des scénarios de décarbonation, on peut avoir une demande d'électricité pour accompagner cette baisse de la consommation des transports de 43%. Et pour nous, la question, c'est, on en présentait avec Gondia, je lui disais, mais ton électricité, tu vas avoir besoin de mon système électrique pour l'avoir et qui te dit que tu pourras l'avoir? Et c'est un peu cet enjeu qui est que, voilà, quel serait l'impact de cette électrification potentielle?
Donc, si on la projette comme ça, il y a deux effets. Pour aller vite, je dirais que le premier effet, c'est en volume global avec cette évolution. Donc là, on est vers les entre 23 TWh de production d'électricité et une demande supplémentaire qui pourrait aller jusqu'à 10% en plus à cause de ces nouveaux usages qui va permettre de décarboner le transport pour satisfaire cette politique. Par contre, il y a un second effet qui est moins souvent mentionné, qui est l'effet sur les puissances appelées. Et cet effet-là va être le fait que ici on a supposé que les véhicules vont avoir une charge lente et nocturne. Donc, on va avoir ce décalage de la puissance appelée et donc avec ici en marron la forme originale de la courbe de charge et ici cette courbe de charge qui est modifiée avec un profil d'appel de ces véhicules électriques. Donc, il y a toujours ces deux dimensions-là lorsqu'on parle de l'électrification de nouveaux usages qui sont la transformation potentielle de la courbe de charge possible. Plus d'électricité, mais un profil de demande différent. Donc, si on regarde ce que ça implique pour le système électrique, qu'est-ce qui change avec l'électrification? Ici, voilà, je vais passer rapidement sur ces trois panneaux. Donc, le premier nous parle de la façon de satisfaire cette demande. Ce ne sera pas que du gaz, il y aura une partie de gaz et une partie de solaire accompagnée par des batteries pour justement prendre en compte le fait que le timing de la production solaire et le timing de la recharge des véhicules n'est pas toujours le même. Et en capacité installée, ce sera beaucoup plus de solaire à cause du facteur de capacité et de batterie justement. Et surtout en termes ici de gestion du parc, donc, la différence, c'est que les centrales solaires vont rajouter des appels de puissance en milieu de journée. Ces appels de puissance vont être pour partie stockés et donc générer une utilisation des batteries ailleurs. Ça va potentiellement décaler un peu aussi l'utilisation du solaire et de l'hydraulique à d'autres périodes où ce n'était pas encore le cas aujourd'hui et compenser aussi une bonne partie de cette transition par un placement un peu différent du gaz qui va baisser lorsqu'il y a plus de solaire ici et par contre être sollicité un peu plus la nuit. Donc l'idée d'un modèle, c'est ça, c'est de proposer une base cohérente de ce qui se passe dans les transports, de ce qui se passe dans l'électricité à différentes échelles et pour permettre de voir soit le problème à une vue très agrégée qui dit que voilà ce qui se passe pour le système ou à une vue un peu plus fine à l'échelle annuelle ou sur plusieurs périodes ou à une vue un peu plus fine où on peut rentrer dans est-ce que ce système marche sur un dispatch pour une certaine journée, une journée type. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait vous partager. Et pour finir, j'irai plus vite sur le fait que, mais par contre, on ne respecte pas les émissions ici parce qu'on a plus de gaz. Et donc, même si on fait des efforts dans le secteur des transports, ben, globalement, on émet plus de CO2. Et donc, dans cette démarche prospective, la question qu'on s'est posée, et donc on vous expose vraiment comment on conduit, c'est de se dire, ben maintenant, est-ce qu'on peut faire la même chose avec un système qui au moins stabilise les émissions de CO2 et donc ça fait un peu une division par deux de la cible ici. Donc ce qu'on observe ici, donc là je présente juste l'intuition et si on a le temps on pourra revenir, c'est que si on met ça comme contrainte, on trouve un optimum qui est différent. Donc ici on a un autre cas où on n'a pas d'objectif CO2. Et ici, on a notre cas où on a un objectif CO2. On limite le gaz, on fait un peu plus d'éolien, beaucoup plus de solaire et beaucoup plus de batteries. Donc, ça se ressent sur les capacités installées. Donc ici, l'idée, c'est de dire qu'un modèle, il peut ne pas donner un seul futur, mais lorsqu'on fait cet effort de modélisation, après, vraiment, on a cette flexibilité de poser des questions, d'introduire des contraintes et de voir ces changements de la dynamique. Et c'est un cas vraiment extrême parce que du coup, on se retrouve en 2050 pour avoir ça
avec un système qui est extrêmement flexible, avec une duck curve, donc le solaire qui baisse tellement là et qu'on a une surproduction, et donc un usage vraiment généralisé des batteries pour gérer ce système. Donc là, on est vraiment sur un système électrique au Sénégal qui a peu de choses à voir avec le système actuel, mais toutes ces technologies existent, elles sont en discussion dans d'autres pays. Et donc, c'est des futurs différents du système électrique. Est-ce qu'ils sont souhaitables? Est-ce qu'ils sont inacceptables? Pour quels acteurs? Au moins, on les pose. Et est-ce que le rythme est trop grand? Donc, et donc, justement, il y a cette importance de considérer aussi des actions sur la demande. Voilà, on voulait partager un peu cette dimension prospective, le fait que ce type de modèle qu'on développe pour d'autres horizons est aussi présent. On peut le faire aussi pour le Sénégal et qu'on a déjà ces premiers résultats avec les hypothèses qu'on a prises. Enfin, le surcoût. Bien sûr, on aura une augmentation des coûts d'investissement, c'est le nerf de la guerre et des coûts fixes, mais en parallèle, on a quand même une baisse des coûts variables et des coûts d'opération parce que donc, globalement, il y a un surcoût, ce n'est pas un scénario simple, sauf si on fait des hypothèses plus optimistes sur la baisse de coûts des batteries. On est un peu dans ces ordres de grandeur. Voilà, donc pour conclure un peu sur cette première partie, comme ça on aura à peu près 40 minutes pour parler des enjeux liés à l'efficacité énergétique et d'échanger dessus. L'idée, c'est de dire qu'un modèle de planification va permettre d'appréhender un degré de complexité qui va à un moment dépasser les expertises individuelles. L'expertise va être toujours utile ou critiquer, comme là, par exemple, la question qui disait est-ce que le rythme est trop rapide? Qu'est-ce qui se passe si on prend en compte une contrainte réelle qui n'est pas du tout prise en compte par l'optimisation pure du système sur un point de vue économique? Il y a des variantes qui peuvent être considérées. Est-ce qu'on a des hypothèses trop conservatrices sur le solaire? Quelle est la spécificité des contrats IPP? Est-ce qu'on sera obligé de prendre plus que 50% de la production? Voilà. Et voilà. Donc les limites, c'est plutôt le niveau des détails qui est conditionné par les données disponibles. Donc il y a pas mal de données dans les rapports qu'on a pu consulter, mais ça permettrait d'affiner le calibrage et d'aller aussi vers à partir de cette solution pour aller sur un modèle de dispatch. Le jour type donne une première étape pour la planification long terme, mais on peut affiner ça. Voilà, donc pour cette première session, j'espère que ça donne des idées sur... Eddy, oui. juste, si tu pouvais prendre juste 1 ou 2 minutes pour préciser une question de M. Abdou Diop, bon, que tu puisses donner au moins quelques détails sur la typologie centrale, c'est-à-dire en termes de capacité, ou si tu n'as pas utilisé de capacité, par exemple, la composante technologique. Et en deuxième question, bon, ça, c'est une sortie du modèle, mais je ne sais pas si tu avais il y avait une sortie du modèle quelque part en backup pour avoir la quantité nécessaire de gaz consommé sur toute la durée de la... Oui. Oui, c'est une très bonne question. Oui, je ne l'ai pas intégré dans la présentation. Mais bien sûr, si je reviens, oui, désolé, je fais ce retour comme ça. Ici, on a les réserves de gaz et la consommation de gaz. Alors, la consommation du secteur électrique est extrêmement faible par rapport à l'immensité des réserves, extrêmement faible. Elle reste faible par rapport à la quantité de réserves découvertes au Sénégal. Donc, mais on peut voir justement, parce que ces centrales, elles produisent de l'électricité, mais elles consomment du gaz qui lui est produit par les réserves locales. Donc là, on a fait un zoom sur ce qui se passe dans cette zone, mais évidemment, on peut regarder aussi en termes d'input. Alors ici, sur les typologies de centrales, justement, voilà un peu le type de centrale. Pour chacune de ces centrales, on a leur rendement, le coût d'investissement. Dans ce modèle aussi, il y a la vitesse de rampe, justement, pour voir quel est le pourcentage qui peut être accompli en 1 heure. On a
la durée minimale d'arrêt. Et voilà. Donc, on part sur des blocs de centrales. Donc, on ne distingue pas à l'échelle des unités individuelles, mais on a un coût par kilowatt installé, donc qui permet de caler vraiment l'optimum économique par rapport au coût unitaire. Donc, pour aller plus loin sur un dispatch avec une répartition de ces unités, c'est là qu'il faudrait qu'on complète, comme dans le cas du projet Clean to Power, avec un modèle de dispatch. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que si on, juste pour donner quelques ordres de grandeur, ici, on est sur une centrale, un projet PV, ça va être de l'ordre de 20 mégawatts, 40 mégawatts, un projet aussi égal, et là, on est sur plusieurs gigawatts. Donc, c'est une multiplication de plusieurs dizaines et centaines de projets du type de ceux qui ont été implémentés, qui devraient sortir de terre. Et à l'échelle des centrales gaz, là, on est plus sur quelque chose qui est plus conventionnel, avec des unités de l'ordre de 350 mégawatts qui pourraient permettre d'atteindre plus facilement l'accroissement des capacités. Mais par contre, les renouvelables ont l'avantage d'avoir des systèmes, des durées de réalisation et des processus de décision qui sont plus faibles. Donc ça, ce n'est pas la perspective là, des résultats, mais derrière, oui, ça va conditionner vraiment cette question de la contrainte du rythme d'installation. Je ne sais pas si ça répond à la question de rythme, mais c'est ce que je pourrais dire là. Le gaz, on a les infos, et pour les autres filières, les capacités, on peut avoir une interprétation en termes de nombre de centrales à partir des capacités brutes installées par filière. Voilà. Donc là, peut-être juste, Eddy, pour compléter en un mot sur l'expansion des capacités solaires qui peut paraître ambitieuse. On en reparlera quand je présenterai le World Energy Outlook de cette année. Mais dans tous nos scénarios, l'énergie solaire, c'est vraiment celle qui croît le plus vite et le plus. Et pour vous donner un chiffre, on pense que sur les tendances actuelles, donc selon les politiques qui ont été annoncées avec les technologies qu'on connaît, dans les 20 prochaines années, on va installer plus de capacités en solaire photovoltaïque que l'on a installé de centrales à charbon au cours des 20 dernières années. Or, au cours des 20 dernières années, le charbon a vraiment été le roi des systèmes électriques, notamment en Asie. Et donc, c'est vraiment une révolution que le solaire ait un déploiement qui sera plus important sur les 20 prochaines années que le charbon n'en a eu sur les 20 précédentes années. Donc, ça peut sembler ambitieux, mais c'est vraiment la direction que prennent les systèmes électriques à l'échelle du monde et dans toutes les régions. Oui, et on peut dire que voilà, du coup, c'est quelque part un scénario souhaitable qui est possible, mais qui a des limites si le système ne se prépare pas à le faire, si l'aspect institutionnel pour traiter les autorisations ne suit pas, ça peut être un rendez-vous raté. Et donc, la prospective permet de donner ces éléments aux décideurs. Et voilà, nous, c'est vrai que les acteurs du terrain peuvent exprimer mieux ces contraintes, mais c'est vraiment quelque chose qui apparaît comme... Et tu pourrais ajouter, Elie, sur, par exemple, la prise en compte de la fiabilité du réseau sur lequel on avait déjà travaillé. Oui. On peut trouver des travaux dessus déjà publiés sur les sites scientifiques où on pourrait analyser, par exemple, avec la forte pénétration des renouvelables variables, en prenant en compte la fiabilité du réseau. Et cela permettrait, en fait, en plus, ce sera une contrainte additionnelle dans l'analyse prospective en rajoutant cela dans le modèle. Oui, tout à fait. On n'a pas voulu entrer dans beaucoup de détails, on a beaucoup réfléchi si on devait présenter ce travail, mais après on a dit, on s'est ravisé pour ne pas alourdir la présentation. C'est vrai, merci Gandia, parce qu'au départ, justement, on avait prévu de parler de ces aspects de fiabilité du réseau aussi et des travaux, justement, que notamment Gandia a
aidé à mener sur cette question-là. Et donc, il y a vraiment cette base de réflexion. Il fallait faire un choix. Donc, on parlera plus d'efficacité énergétique là que d'essayer de descendre dans une échelle plus fine des phénomènes techniques impliqués. Mais c'est vraiment ça. Je prends le relais. Oui, voilà. Donc, alors, je te laisse. Est-ce que vous voyez ma présentation? OK. Donc, en fait, là, on avait dit qu'on allait essayer de faire une petite présentation sur un travail que j'avais fait lorsque je travaillais à la Commission européenne sur les exigences de standards minimums de certaines technologies dans certains usages comme dans l'éclairage, dans les lave-linges, plusieurs usages. Et donc, pour cet exercice, on avait dit qu'on allait essayer, parce que ça avait été utilisé pour construire, par exemple, des minimums standards qui étaient en relation avec les régulations mises en place par l'Union européenne, par la Commission européenne, pour les implémenter dans les modèles. Et donc, pour ce faire, on a utilisé on va passer à un fichier Excel où j'avais travaillé sur les impact assessment, c'est-à-dire les évaluations d'impact de différentes technologies d'éclairage, par exemple de lampes, différents types de lampes, et qui permettrait après, par la suite, d'évaluer les économies et l'évolution de l'efficacité du rendement, pardon, d'un groupe de techno. Parce que, par exemple, dans les modèles, on ne peut pas forcément tout le temps représenter toutes les technologies à un niveau très détaillé. Donc, par exemple, les lampes, on ne va pas représenter tous les types de lampes incandescentes ou de fluorescents, etc. Donc, on les regroupe parfois et il faut que, en regroupant, qu'on continue à, comment dirais-je, à respecter ce minimum standard. Et d'où cette étude que je vais vous présenter maintenant. Alors, voilà. Alors, par exemple, dans ce fichier Excel, c'était des scénarios qui ont été mis en place par la Commission européenne pour essayer d'améliorer l'efficacité énergétique au niveau de l'éclairage. Donc, par exemple, on voit les scénarios, par exemple, qui ont été pris en place, qui ont été mis en place, où on a les différentes technologies de lampes. Donc, ça, c'est de l'incandescent, de l'halogène, on a différents types. Après, est-ce que tu peux agrandir un peu C'est bon comme ça? Oui, je pense que c'est mieux. C'est mieux? OK, parfait. Oui. Donc, et comme ça, c'est bon? Oui, enfin, je crois que c'est bon aussi. OK. Pour moi, c'est bon. OK. Donc, de ce fait, on a des scénarios où on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus quasiment de lampes incandescence d'ici à partir de 2013, par exemple, et qui doivent être substituées par d'autres lampes qui ont été étudiées dans des impact assessments pour que ce soit en accord et qui ont permis de mettre en place ces régulations, de mettre une certaine limite minimale et donc de voir comment va évoluer ce minimum, un standard minimum d'efficacité pour les implémenter après dans des modèles prospectifs. Et donc, par exemple, là, on a ces différents types de lampes, donc incandescents, les halogènes et fluorescents. Et pour chaque type de lampe, ben, on a effectivement le nombre d'heures d'utilisation dans l'année, donc l'incandescent, ça c'est différents types d'incandescents, donc frost, clear, et donc ça c'est 400 heures par an par exemple, etc. Donc ça nous permet d'avoir au moins de calculer la demande en service d'éclairage. Et donc, cela, dans ces rapports d'impact assessment et donc d'évaluation d'impact, pardon, ça nous permet d'avoir les différents types, par exemple, de lampes par option et qu'est-ce qui serait capable à même de se substituer à ce type de lampe et avec les différentes
caractéristiques technologiques. Donc, on a le wattage, on a le rendement, on a en termes de demande le lumen en sortie, la durée de vie de la lampe, donc 1000 heures, donc ce qui fait qu'en divisant par le nombre de le fonctionnement annuel, ça donne la durée de vie annuelle, donc 2,5 années le coût. Et donc, il y a eu ces impacts qui ont été analysés pour chaque type de lampe, pour voir les options qui seraient capables de se substituer à ça en fonction de l'évolution des stocks définis par les rapports préliminaires effectués avant pour la mise en place de la régulation. Et donc, ça permet en fait d'avoir, par exemple, j'ai considéré par exemple deux scénarios. Donc, le scénario business as usual, où on considère qu'on continue à utiliser, comme vous le voyez là, je vais l'agrandir. Est-ce que tu peux l'agrandir Oui, peut-être encore un peu plus? parce qu'il est en face de moi. Désolé. Ouais. Donc là, par exemple, on voit, si on regarde la colonne en jaune en 2007, donc on a de l'incandescent, donc on voit que ça continue toujours. Voilà, que même si ça décroît, mais on a toujours de l'incandescent. Donc c'est par exemple, jusqu'en 2020. OK? Et dans un scénario, dans le deuxième scénario pour la régulation, on constate que ces incandescents baissent jusqu'à atteindre 0 en 2013 pour être en accord avec les hypothèses ici. OK? Et donc, ce qui fait que ça permet d'avoir un stock de lampes, donc une évolution de stock. Donc, c'est grosso modo un peu un calcul comme l'avait présenté Eddy en termes de comptabilité. Et donc, ça permet de faire une évolution. Et à partir des parts de marché qu'on a envie d'implémenter, ça permet d'avoir une évolution de cette demande-là et de pouvoir, in fine, avoir l'évolution des économies d'énergie effectuées, etc. Et donc, cela permet, bon, celui-là, c'était le stock de lampes pour tous les secteurs considérés. Donc, comme on a pu le voir dans l'onglet précédent, il y avait le secteur domestique, donc résidentiel, et non résidentiel. Et donc, ce qui fait que j'ai dû enlever la partie non domestique en termes de pourcentage, donc on a maintenu constant, comme on peut le voir sur les commentaires que je fais à côté. Et donc, ça nous permet d'obtenir en fait par la suite ici les stocks directement, et j'augmente, voilà. Ça nous permet d'avoir les stocks au niveau du domestique et de lampes, par type de lampe. Et nous, l'objectif, c'est qu'on voulait faire une modélisation en considérant les lampes à haute consommation, c'est-à-dire incandescents et halogènes. Donc, on voulait les mettre dans le même groupe. Et donc, ça nous permettait, en faisant cette étude détaillée de comptabilité, de remonter pour construire, pour rester toujours dans la définition du minimum standard selon la régulation qui va être mise en place qui a été mise en place par la Commission européenne. Et donc, cela permet d'avoir, à partir du stock, d'en définir, comment dirais-je, la consommation d'électricité par type de lampe. Et donc, pour ce faire, on prend le stock, on multiplie par la durée d'utilisation de la lampe par année, par an, et la puissance. Donc, on a pu voir dans les hypothèses ici. Donc, on a la durée d'utilisation annuelle, et puis pour chaque lampe, on a le wattage, ce qui permet d'avoir la consommation en électricité, et donc de faire une comparaison entre les deux secteurs, les deux scénarios, pardon. Et donc, on voit qu'en 2007, donc, effectivement, on a les mêmes, donc, on a 0 TWh d'économie d'énergie, donc l'électricité en l'occurrence. Et donc là, on voit qu'on fait une économie de 8,3, 15,7, 23,2, 27,6, et ainsi de suite jusqu'en 2020. Voilà. Et donc, cela permet en fait la demande en service donc, pour l'éclairage. Donc, c'est en l'unité le lumen. Donc, on peut faire en lumen heure, donc c'est-à-dire ce qui est
nécessaires. Donc, ça nous permet de calculer cela en utilisant, par exemple, le stock, multiplié par la durée de vie, pardon, la durée d'utilisation annuelle et le lumen de chaque lampe, parce que chaque type de lampe a un niveau de lumen. Et donc, par exemple, si on regarde, par exemple, pour l'incandescent, on est à quasiment 600 lumens, 594 pour le fluorescent, 559. Et on va aller, par exemple, dans des options un peu plus sophistiquées où on aura 626 lumens, etc. Et donc, pour chaque type de lampe, on a cette donnée qui est tout le temps fournie. Et donc, ça nous permet d'avoir le besoin en lumen annuel. Et donc, ça nous permet, en faisant comment dirais-je, ce lumen divisé par la consommation d'électricité considérée, d'avoir l'efficacité en lumen par watt de chaque technologie qu'on agrège par la suite ici à travers le besoin en lumen calculé sur la somme ici. Et donc, avec ce même besoin, on arrive à évaluer l'évolution de ce minimum standard au niveau de l'efficacité énergétique de la technologie des lampes de ce groupe qu'on veut modéliser, qu'on veut implémenter dans un modèle prospectif pour au moins suivre les régulations mises en place. Et donc, ça permet de répondre, par exemple, à une question qui avait été posée dans le chat, où est-ce que on a besoin de, si les régulations n'étaient pas nécessaires pour la planification. Effectivement, on a besoin de mettre en place toutes les régulations qui ont été déjà décidées, qui vont être décidées pour rester fidèlement, pour représenter fidèlement le secteur énergétique. Et donc, c'est pourquoi, par exemple, on fait ces analyses en amont qui peuvent permettre d'avoir une idée de l'évolution à court terme, mais pour des analyses à long terme, à moyen long terme, on préfère utiliser ces sorties d'analyse pour les implémenter dans des modèles de prospective. Et donc, ça permet d'avoir, par exemple, ici, pour ce groupe qu'on avait dit, des lampes à haute consommation, donc qui regroupent les incandescents et les halogènes pour les enlever du marché et se faire remplacer par un peu plus, avec des lampes beaucoup plus efficaces. Donc, on voit que on augmente le rendement 13,1, 13,5, 13,7, 13,8 en fonction des années. Et donc, on atteint jusqu'à 14,3. Donc, on passe de 12,4 à 14,3. Et donc, ça permet ici, en fait, de voir, ici, comme on peut le voir ici, le calcul qui a été effectué en utilisant simplement, en gardant le même niveau de demande et pour voir ces substitutions à travers les switches qui se font au niveau du stock. Et donc, ça permet à la fin d'avoir ce tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais revenir dessus. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir, par exemple, ce genre d'évolution. Par exemple, le business as usual, on a ce rendement. On est à 11,48, 11,97, 12,19. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, et ça se stabilise quasiment pour business as usual. Par contre, lorsqu'on met la régulation qui a été mise en place, on voit qu'on monte 11,48 pour tout le groupe, on monte à 12,88, 14,30. On va de 11,48, on arrive à quasiment 18,46 de rendement, 18,46 lumens par watt. Donc, ce qui est un apport non négligeable par rapport pour calculer les économies d'énergie et donc, par la suite, par ricochet, on peut en déduire la quantité de CO2 évitée. Et cela, donc, vu il nous reste peu de temps, donc on voulait au moins vous présenter cela, s'il y avait la possibilité qu'on faisait ce calcul de comptabilité, qu'on pouvait le faire en amont pour les implémenter dans un modèle, pour prendre en compte toutes les régulations directives ou décisions mises en place maintenant et qui vont être mises en place dans quelques années.
pour refléter la réalité. Donc, comme on l'a fait aussi pour le transport, où on a essayé de faire une limitation de la pénétration d'import de véhicules plus âgés pour prendre en compte, par exemple, les décrets qui ont été déjà mis en place ou qui vont être mis en place d'ici cette année ou les années à venir. Voilà. Donc, je repasse la parole, ce fut rapide, mais pour des gains de temps, je peux faire un résumé et si on a des questions, on pourra revenir dessus. Voilà, je te repasse la parole, Eddy. Tu es en mute. Oui, donc merci Gandia. Donc là, l'idée, c'est vraiment cette possibilité qu'on peut avoir en passant de modèle d'approche comptable. On va zoomer, comme Gandia le fait, là, à une échelle assez fine, et vision stratégique. Et là, je vais juste continuer pour voir aussi, on a poursuivi la réflexion en se disant, ben, en général, on s'arrête à cette première étape et nous, on voulait proposer une réflexion maintenant sur ce que ça pourrait vouloir dire pour le Sénégal. Donc là, par rapport au système que j'ai présenté tout à l'heure, je vais zoomer sur une partie du système où on a introduit un module d'efficacité énergétique. Donc, c'est une technologie qui a comme un gisement d'efficacité énergétique qui donne un potentiel qui peut ici, on s'est limité à 3 usages, l'éclairage, le froid, donc les réfrigérateurs et la climatisation, et qui va jouer sur le besoin d'électricité sur la basse tension. Donc, on modélise comme ça conceptuellement le système et puis après, on va implémenter et chercher l'optimum économique en tenant compte de cette possibilité-là. Et on a en parallèle l'amélioration du rendement de transmission aussi. Aujourd'hui, il y a à peu près 20% de pertes techniques et non techniques sur le réseau. Et donc là, on simule aussi une possibilité d'amélioration de ce rendement de transmission. Et donc là, on souhaitait juste vous présenter quelques idées, résultats préliminaires, et qui peuvent aussi montrer que c'est vraiment un processus et il faut pouvoir avoir un cadre pour mutualiser toutes ces réflexions-là. Donc pour ça, on est parti encore une fois de 2 documents, donc le plan d'action nationale pour l'efficacité énergétique et le rapport de l'AEME dont on a parlé hier, et qui vont donner un tableau qui a cette structure et qui, pour nous, est une ligne d'information pour différentes actions stratégiques, quel est l'investissement global, le gain. Donc là, on a un ratio coût-efficacité. Et donc, on ne va pas considérer ici la réduction des émissions, on va juste s'appuyer sur l'investissement et le gain en énergie pour caractériser ces technologies. Donc, combien de milliards de francs CFA il faudra mettre dans ces technologies et quel est le gain pour chaque milliard mis. Et après, l'optimum va choisir de les utiliser ou pas. Donc, ce qu'on constate, donc là, je vais rapidement l'illustrer, c'est qu'effectivement, on a la possibilité, en mettant en œuvre ces procédés, de réduire la demande future. Donc, on a toujours cette hausse, mais elle devient un peu plus faible. Mais surtout, comme on a essayé d'introduire, on a fait des hypothèses sur les dynamiques de ces efficacités, on voit que l'impact sur la courbe de charge n'est pas trivial à établir. Et donc, je vais essayer de décrire ce graphique. Donc, la courbe extérieure, c'est le profil actuel. Ici, on a tout ce qui est efficacité sur les réfrigérateurs. Donc, il va fonctionner en bandeau sur l'année. Le rapport distingue les mesures de sensibilisation, donc en rouge, et les mesures techniques, donc ici en vert. Donc, on va avoir quelque chose qui va enlever de façon homogène de la puissance sous le temps, donc pour traduire cette demande ici en énergie. On a, pour la climatisation, on a fait l'hypothèse que la climatisation est plutôt sur l'après-midi. Donc, cette demande ici va être répercutée en termes de puissance plutôt sur cette partie elle va écrêter cette partie de la courbe d'appel de puissance. Donc, que ce soit pour la sensibilisation ici ou pour les technologies. Donc, la sensibilisation, c'est sensibiliser les gens à des économies d'énergie sur le rappel de climatisation, par exemple les températures de consigne ou la gestion des ouvertures en même temps qu'il y a la climatisation.
Et pour l'éclairage, par contre, on va avoir une technologie qu'on a laissée plus flexible. Et donc, le modèle s'en sert pour réduire les appels de puissance au moment qui était le plus contraint pour le système, et donc essentiellement la nuit ou en d'autres périodes. Et donc, toutes ces combinaisons-là vont permettre d'avoir une courbe, on va dire, résiduelle après efficacité énergétique qui va avoir un profil très différent de la courbe initiale et qui va permettre d'avoir un pic ici qui aujourd'hui poserait un problème au système, mais qui est compatible justement avec l'évolution du solaire. Donc, on a cette modification endogène de la courbe de charge, qui est un aspect intéressant. Et je vais en 2-3 minutes en dire quelque chose pour laisser peut-être un petit temps aussi à l'échange. Donc, ce que ça fait, et l'intérêt de le mettre dans un modèle, c'est que lorsqu'on remonte la chaîne, c'est qu'on regarde ce que ça change en termes de puissance installée. Si on combine l'efficacité énergétique et l'efficacité du réseau, on a un gain considérable en puissance installée, une baisse de la pression sur le développement de la filière solaire, une baisse aussi de l'expansion sur le réseau gaz, et en capacité installée aussi, cela se reflète avec le fait que le solaire aura un niveau plus faible sur le facteur de capacité. Et si je continue sur le pilotage du système aussi, on avait ici le pilotage tel qu'observé dans le cas de base, et avec cette modification de la courbe d'offre de demande, on aura un pilotage qui est beaucoup plus simple, donc pour la même population, avec un profil de gestion du solaire qui est plus adapté à la demande et voilà, un changement de l'utilisation de ces énergies. Et enfin, en termes de rendement et d'émissions aussi, on a une baisse consécutive à la baisse de l'utilisation des ressources fossiles et globalement, on a un système qui a un fonctionnement différent. C'est les points principaux, je pense, qui donnent les intuitions de ce qu'on a voulu faire et partager. Donc, on a varié un peu les échelles, les niveaux de complexité, mais c'était plus pour vous donner, dans ce court temps qui était à notre disposition, un peu une idée de ce à quoi on pense que les systèmes électriques et les processus de décision en Afrique sont prêts aujourd'hui. Donc, c'est sûr, en conclusion, là, que cette réflexion sur la demande est complètement une partie intégrante des réflexions qui sont en cours sur les capacités de production futures. Parce que ce n'est pas juste d'un côté, regarder ces éléments, il y a des interactions qui peuvent être intéressantes à explorer. Donc, on a essayé d'illustrer cet apport pour le modèle d'optimisation. Donc, soit sur ce que nous avons défini ou sur ce que nous aurons à implémenter. En plus, il y a d'autres personnes qui proposent d'autres modèles d'optimisation. Nos modèles font partie de cela. Alors, et aussi en regardant les différents rapports qui existent, je pense qu'il y a les sources de données statistiques qu'on peut envisager vraiment des modélisations plus intégrées des enjeux énergétiques. Donc, nous, on a plus cette expertise, mais vraiment sur les données et l'horizon qui est pertinent, c'est plutôt les acteurs locaux qui l'ont. Voilà, donc on est très heureux d'avoir pu partager ces quelques éléments avec vous. Donc, on va passer là à une séance de questions, de retour. On a été peut-être un peu rapide, mais c'est aussi par ce souci d'aborder les différents aspects de cette question. Merci pour votre attention. Merci à vous. Et n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole et poser une question à l'oral. Alors, il y a une première question qui est l'apport de l'éolien sur la couverture de la demande.
C'est vrai que l'éolien a cet avantage d'être un peu plus constant, mais du coup, il est plus compatible, il est plus en compétition sur une production un peu de type base, et surtout les coûts du solaire font que, avec le facteur de capacité et, et les coûts prévus pour le solaire, on a une énergie qui est à un coût beaucoup plus faible. Alors, si localement, il y a des données de coûts plus faibles auxquelles on n'a pas accès, c'est des choses qui peuvent modifier les résultats qu'on a présentés. Mais c'est essentiellement ça. C'est en termes de coûts et le fait que, aussi, dans un système d'ensemble, le solaire permet de garder la capacité en backup qui fonctionne une partie de la journée et qui reste en backup pour les moments où il y a moins de couverture. Alors que l'éolien enlèverait cette partie de backup aussi un peu plus constamment sur la journée. Mais c'est aussi une limite de la modélisation et avec des inputs plus locaux, peut-être qu'on peut avoir des résultats différents sur cette question. Peut-être en complément aussi sur les perspectives globales qu'on analyse à l'AIE sur l'éolien. Juste après le solaire photovoltaïque, c'est l'énergie renouvelable qui est amenée à se développer le plus vite. Le potentiel est vraiment très important. Il y a l'éolien sur Terre et l'éolien en mer, notamment en mer du Nord, donc pour l'Europe, mais aussi pour le Japon, la Corée, pour les États-Unis, avec des potentiels vraiment immenses, et avec, comme vous s'était souligné dans la question, une intermittence qui est plus faible, ou en tout cas un facteur de charge qui est beaucoup plus élevé. Aussi pour préciser, de plus en plus, les éoliennes grandissent, ont des capacités plus importantes. Là, dans les prochaines années, on va être sur des éoliennes qui font la taille de la Tour Eiffel. Pour donner, pardon, hein, une comparaison très, très française. Mais donc, on est vraiment en train de bâtir des systèmes de plus en plus puissants. Et à l'échelle de l'Afrique, de mémoire sur nos estimations, voilà, on voit avant tout un potentiel pour le solaire, mais selon les régions, il y a des endroits où l'éolien peut vraiment apporter une part très importante dans la nouvelle génération électrique. Il y en a déjà un petit peu en Éthiopie, en Afrique australe, en Namibie par exemple. J'ai plus en tête les chiffres pour le Sénégal et la côte ouest, mais je pense qu'il y a aussi un gisement important sur la Mauritanie et le Sénégal. Donc l'enjeu là va être, je pense que quelque part, si on n'arrive pas à développer la filière solaire d'une façon aussi flexible avec ses coûts attendus, et comme on le voit dans les scénarios les plus ambitieux, l'éolien intervient aussi comme une forme alternative. Donc c'est plus une compétition renouvelable entre renouvelables dans ce cadre-là qui mérite aussi l'attention. Et il faut aussi noter que les coûts de l'éolien sont en train de commencer à chuter et que cette chute va s'accélérer, a priori comme ce qu'on a observé pour le solaire photovoltaïque au cours des dernières années. Donc, technologie d'avenir à suivre. Peut-être un autre point sur lequel je voudrais aussi insister, l'efficacité. Dans nos formations, on n'a pas fait une session dédiée à l'efficacité, même si on a essayé d'en parler un petit peu partout. Mais évidemment, c'est un élément clé. Notre directeur exécutif a coutume de dire qu'il y a une énergie que tous les pays ont. Voilà, certains pays n'ont pas de pétrole, certains n'ont pas d'ensoleillement, mais par contre, tout le monde a l'efficacité énergétique comme ressource disponible
pour améliorer nos systèmes énergétiques. Donc, il y a évidemment des gains énormes à faire. Et l'AIE est très impliquée pour essayer de pousser sur les progrès de l'efficacité. Une analyse qu'on vient de sortir où d'année en année, on suit un petit peu les indicateurs d'efficacité énergétique. Vous vous souvenez qu'on en a parlé avec Gianluca il y a 2 semaines. Et malheureusement, on voit qu'en 2020, les progrès de l'intensité énergétique, donc c'est un ratio consommation énergétique sur PIB, ont été très faibles. On vise une amélioration de 3% par an, et donc il y a une coalition internationale pour essayer d'avoir ce rythme de progression, et on était sur des niveaux beaucoup plus faibles, et l'année dernière, et encore cette année. Donc je pense que mes collègues sont ravis de pouvoir discuter avec les équipes de l'AEME et avec toutes les parties prenantes de ce sujet au Sénégal, mais on cherche vraiment à accélérer les progrès sur l'efficacité. Alors, il y a Mohamed Ousso qui a levé la main. Je pense que vous pouvez prendre la parole. Bonjour. Bonjour, allez-y. Ouais, merci Arnaud, merci M. Seck. Voilà, je voudrais revenir sur la question de l'efficacité énergétique et notamment sur le modèle proposé par M. Seck tout à l'heure en termes de réglementation sur l'éclairage. Donc, et puis poser la question sur la prise en compte des différences qui peuvent exister dans le système européen et dans le système sénégalais aujourd'hui, parce qu'on n'est pas à des niveaux de restriction semblables. Et que donc, ces difficultés-là, parce que enfin, dans le système européen, on est allé à une interdiction totale de l'halogène et de l'incandescence, en fait, avec un retard dans la mise en œuvre. D'ailleurs, il me semble qu'en 2020, il devait être, la mise en œuvre devait être complète. Hein. Je ne sais pas si j'ai bonne mémoire. Mais au Sénégal, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est entendu qu'il y a un décret qui vise à interdire l'utilisation, l'importation, la production, la commercialisation, la détention en vue de la vente des lampes à incandescence classiques avec des arrêtés qui revient sur, qui permet d'avoir une autorisation exceptionnelle pour ce qui concerne les technologies halogènes en fait. Et donc, cette autorisation préalable peut être spécifique au cas du Sénégal, mais qui peut rendre difficile une modélisation de ce type pour aboutir à des gains tels qu'on l'a vu précédemment. Donc, je ne sais pas, entre ces deux situations-là, avec un système où on est dans un modèle de régulation assez restrictif, et là, avec un modèle à peu près timoré, est-ce que ça ne rend pas plus compliqué cette modélisation? Voilà. Merci, M. Seo, pour cette question et cette remarque. Oui, effectivement, ça peut rendre cette modélisation un peu plus compliquée, mais ce n'est pas impossible parce que ces régulations, avant d'atteindre ces niveaux aussi, il y a eu des balbutiements aussi. Ils ont pris en compte, ils ont mis en place des rapports préliminaires qui ont essayé d'analyser, aller en détail et essayer de pousser par des pénalités la production de technologies beaucoup moins efficaces. Donc, effectivement, je pense que pour le plus important, c'est de travailler sur les rapports, des rapports qui permettraient d'analyser déjà plusieurs scénarios en fonction de l'évolution d'un stock et qui serait en regard du niveau d'importation, de l'interdiction, comme on peut le voir par exemple sur les imports de véhicules plus âgés. On ne voit pas les résultats
sur l'année de décision, mais quelques années avec un décalage de parfois 5 ans, comme on a pu le voir. L'âge moyen du véhicule était passé à 10 ans en 2010. Donc, de ce fait, sur ce plan, lorsqu'on présentait la méthodologie, c'était plus pour mettre en avant qu'on pouvait faire des analyses pour pouvoir préparer des régulations beaucoup plus efficaces. Et donc, lorsqu'on met en place une régulation, c'est par rapport à des analyses beaucoup plus poussées. Et effectivement, cela demandera des statistiques beaucoup plus avancées pour avoir ces évolutions. Mais je ne les considère pas comme impossibles. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. C'est vrai que, enfin, au Sénégal, on a le décret sur les lampes, là, il y a eu déjà un décret de 2011, mais qui n'a pas eu beaucoup d'effet. Après, il y a eu une abrogation de ce décret-là, remplacé par un décret de 2017. Mais dans la mise en œuvre, c'est vrai que ça a tardé. Nous, ici, à l'agence, nous, on a eu des actions dédiées à la communication du décret et à sa mise en œuvre. Et il y a un pan déjà qui est très intéressant concernant, par exemple, le contrôle des technologies des technologies qui sont prohibées par les opérateurs de contrôle, que ce soit les douaniers ou le commerce intérieur. Donc, pour voir comment, à ce niveau-là, déjà dans les cordons pour ces opérateurs de contrôle-là, comment on fait un premier tri pour retirer progressivement ces lampes-là du marché. Parce qu'on s'est rendu compte que, en termes d'application, soit la réglementation n'était pas bien connue, soit elle était connue, mais elle n'était pas appliquée. Donc, un problème d'appropriation finalement de la réglementation par les acteurs, notamment les commerçants. Parce que ceux qui vont acheter les technologies d'éclairage dans les quartiers, ce sont peut-être ceux qui sont les moins avertis en termes d'économie ou en termes d'intérêt sur l'utilisation d'une telle technologie ou d'une autre. Donc, du fait de cette proximité-là, il n'y a pas forcément une réflexion pour le consommateur final en disant, voilà, moi, je vais utiliser telle technologie je vais utiliser la lampe efficace par rapport à la lampe économe, par rapport à la lampe à incandescence classique. Donc, voilà, parce que le deuxième souci, c'est que c'était ce souci d'accessibilité des lampes à économie d'énergie, en fait, par rapport aux lampes à incandescence classique. Comme on a vu qu'il y a une forme d'inondation des marchés par rapport aux technologies efficaces. Et puis, c'est difficile d'ailleurs, nous, on s'est confronté à cette galère-là il n'y a pas longtemps, quand on a voulu voir quel était le niveau de connaissance ou de reconnaissance des technologies efficaces par rapport aux technologies prohibées. Comment distinguer physiquement la lampe prohibée et la lampe autorisée, en fait. Et même pour nous, c'était pas évident. Donc, et pour les opérateurs de contrôle aussi, c'est pas évident non plus. Mais avec le temps, on y arrivera. Comme vous l'avez dit, on est à ce niveau de balbutiement. Mais peut-être qu'avec cette mise en œuvre, on arrivera à avoir un retrait progressif et total des lampes à incandescence classique. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est sur la modélisation en termes de technologie de refroidissement. Donc, j'ai vu que M. Eddy en a parlé tout à l'heure, et qu'ici à l'agence, on est en train de mettre en place un projet avec l'ONU Environnement qui vise à diffuser à peu près 50 000 climatiseurs, donc qui soient performants et économes vis-à-vis des impacts environnementaux. Donc, peut-être que c'est peut-être une donnée importante pour vous à prendre en compte dans ce système de modélisation. On est en train de voir le modèle de financement qui peut permettre à accéder à ces équipements-là pour les consommateurs finaux tels que les ménages. Mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être important de prendre en compte cette information-là, parce que 50 000 équipements de fois, ce n'est pas rien non plus. Ça peut avoir des impacts considérables. On a fait des ordres de grandeur qui sont en termes
de baisse des émissions, en termes d'économie d'énergie, en termes d'économie financière aussi. C'est assez intéressant aussi à voir. Donc, voilà ce que je voulais verser à la discussion. Peut-être que c'est important pour vous, cette information. Merci, en tout cas, pour la clarté des propos et pour la disponibilité. Voilà. Merci à vous. Merci pour ces retours. Oui. On regardera avec plaisir cette question. Et est-ce que c'est des informations qui sont disponibles, accessibles, ou sinon on pourra vous contacter pour en savoir plus? Bien sûr, c'est des informations qui sont accessibles de notre part. Donc, vous pouvez avoir nos contacts et puis on peut échanger sur ces questions-là. Éventuellement, vos points de vue nous intéresseront sur les aspects de modélisation, mais comment de l'autre côté aussi, il y a les bonnes pratiques et les leçons apprises qu'on peut tirer de ces échanges-là, en fait. Donc, c'est toujours gagnant-gagnant. Oui. Maintenant, notre contact, je pense qu'avec Arnaud, vous pouvez avoir nos contacts. À la fois, vous pouvez passer par là, c'est possible pour avoir nos contacts, mais dans tous les cas, nous sommes disposés à partager avec vous ces informations et puis pour le bien de tout le monde. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Voilà, la question a été posée dans le chat. Toutes les vidéos seront rendues disponibles et je vous enverrai le lien ce soir ou demain. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Un grand merci, Gondia et Eddy, pour la session d'aujourd'hui et celle d'hier, qui, je pense, était très éclairante et très complémentaire des précédentes sessions qu'on a pu avoir et qui ont été animées par mes collègues de l'AIE et moi-même. Je pense que c'était un très bon format. À vous tous, participants, je vous demanderai, un peu comme précédemment, rapidement d'évaluer et de nous faire des retours pour qu'on puisse savoir comment nous améliorer, sur quels sujets ça vaut le coup d'approfondir, quels sujets sont peut-être à retravailler. Donc d'avance, merci pour votre temps pour nous faire ces retours. Et donc, comme je vous disais, en termes de prochaines étapes, pour vraiment la formation technique, statistique, modélisation, là, on a clôturé notre premier cycle de formation en ligne. La prochaine étape, c'est d'approfondir en travaillant ensemble directement à Dakar dès qu'on pourra. Et en parallèle, on aura donc nos universités AIE, si je puis dire, ou d'autres webinaires réguliers, où ce sera plutôt des échanges d'informations, des présentations d'analyses, de rapports. Et donc, on vous enverra plus d'informations également. Sachant qu'on est évidemment disponible pour toute demande. Vous pouvez nous contacter par email, par WhatsApp pour des besoins plus directs et plus réguliers. Voilà, donc un immense merci Gondia, Eddy, pour votre présentation. Merci à tous pour votre participation. Et donc à très bientôt. Merci à toi, Arnaud. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous pour la présence et la disponibilité. Pardon, et on pourra envoyer Gondia et Eddy, donc les supports aux participants. Je pense que si c'est possible pour vous, je leur transmettrai. Vous avez fait un travail vraiment très détaillé de recherche de données et d'adaptation des travaux au cas du Sénégal. Donc, merci beaucoup d'avoir fait cet effort. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir le transmettre à nos participants sénégalais. C'était un plaisir. Un plaisir. Tu es en mute, Arnaud. Oui, pardon. Bon appétit à tous et à très bientôt. Bon appétit, au revoir. Au revoir.